à aller au combat. Alors avant de parler de l'exécutif, petite prise de température à gauche avec hier cet échange sur France 2 entre Daniel Cohn-Bendit et Jean-Luc Mélenchon, arbitré par Laurent Delahousse. L'ambiance donc hier sur le plateau de France 2 entre Daniel Cohn-Bendit et Jean-Christophe Cambadélis. Alors, pas Jean-Christophe Cambadélis, pardon. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est marrant, pourquoi on confond les deux comme ça? Nadège Mongoli, je sais que ça n'a rien à voir. Justement, Jean-Christophe Cambadélis, Nadège Mongoli, passe son temps à appeler au rassemblement et on a l'impression que plus il le fait, moins c'est le cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus aucun rassemblement n'est possible à gauche? On espère qu'il est toujours possible, mais en tout cas, c'est son rôle de l'appeler de ses voeux à tout moment, et surtout en ce moment. Parce que moi, je pense qu'en dehors de cela, et surtout face au candidat qui a été désigné hier par la droite, on est en droit et on est en devoir même de se rassembler et de faire le minimum de vagues possible face à un candidat qui avance sur un projet de casse sociale, qui avance aussi sur une sorte de revanche sur les valeurs, une revanche morale. En tout cas, c'est des valeurs qui sont pas les nôtres, c'est un projet qui est pas le nôtre. Et donc Jean-Christophe Cambadélis a raison et l'ensemble des socialistes, à un moment donné, devront faire de même. Mais vous avez vu, il y a des nouveaux candidats. Il y a Sylvia Pinel, même au PRG, qui est quand même un soutien historique du PS, qui programme sur l'indépendance avec une candidate. Vous avez les Verts, vous avez Emmanuel Macron d'un côté, Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression que ça prend l'eau de tous les côtés. Chacun sa logique à l'égard de la primaire. Jean-Luc Mélenchon, ça fait très longtemps qu'il estime que c'est pas le cadre dans lequel il veut s'investir parce qu'il n'a pas envie de suivre la règle qui consiste à suivre le candidat qui aura été désigné. Donc il est dans sa logique. Et puis il est dans une logique de confrontation également par rapport à la gauche du gouvernement. Donc à la limite, même si c'est déplorable, il est dans une logique. C'est un peu moins logique par rapport à Sylvia Pinel. Est-ce que Claude Barthelon n'a pas mis un peu d'huile sur le feu ce week-end en disant j'aimerais bien voir Manuel Valls et François Hollande s'affronter aux primaires? Je pense que c'est un euphémisme. Ouais. Il a mis beaucoup d'huile sur le feu. Ça n'a pas été une déclaration heureuse. Je pense que l'ensemble des leaders socialistes l'ont dénoncé de ce point de vue-là. Martine Aubry a exprimé son mécontentement parce qu'en plus, pour le coup, vous parliez tout à l'heure de rassemblement. Même le moment s'y prêtait pas. C'était quand même un moment de débat avec l'ensemble des acteurs de la gauche. Et c'était pas le moment de mettre de l'huile sur le feu avec une position qui, du point de vue institutionnel, est complètement irresponsable. Alors, Audrey Signot, on a vu un déjeuner, enfin, il y a eu un déjeuner, comme tous les lundis d'ailleurs, entre le Premier ministre et le Président de la République. Ce déjeuner avait une allure particulière suite à l'interview du Premier ministre dans le journal du dimanche. On a même pensé à un moment peut-être à un remaniement. Ça courait, on l'entendait. François Hollande aurait peut-être voulu mettre fin au mandat de Manuel Valls. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a quand même une tension au sommet de l'État qui est palpable aujourd'hui. Ah c'est une tension énorme. Et l'interview qu'a donnée Manuel Valls dans le JDD à ce titre était inédite. C'est-à-dire le fait que le Premier ministre en exercice dise je me tâte pour y aller et je prendrai mes responsabilités alors qu'il y a une primaire qui est organisée et que c'est globalement un peu un secret de polichinelle que François Hollande a l'intention d'y aller, c'est du jamais vu. Alors, il semblerait que le déjeuner ait été cordial et studieux. Tout à fait, ça a été le communiqué à la sortie. Voilà, c'est ce que dit le communiqué. Je pense qu'au menu, quand même, pour Manuel Valls, il y a eu quelques chapeaux à manger, quelques couleuvres. Quoi. On peut pas l'exclure totalement. Michel Urvoas. On est au bord de la folie institutionnelle. Ouais. Parce que, le numéro 3 du pouvoir, Claude Barthelon, qui pousse le numéro 2 du pouvoir à se présenter contre le numéro 1, je n'ai pas d'autres mots pour qualifier ça. Donc effectivement, tout ce qu'on peut nous raconter à la sortie de ce déjeuner... C'est parce que le numéro 4 est avec François Fillon. Voilà. Mais moi, je trouve que la gauche a quand même une opportunité extraordinaire. Elle a la chance d'avoir François Fillon. Voilà. François Fillon devrait quand même être un encouragement à vous rassembler, à vous regrouper, à faire front commun. Je ne sais pas, avec la brillante élection qui a été la sienne, s'il n'arrive pas à provoquer ça chez vous, c'est désespérant. Et Nadège Mongoli, vous voulez répondre à Michel Urvoas? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui, bien sûr. Au-delà de la question programmatique de François Fillon, il y a aussi même le succès de la primaire de la droite. Donc il faut c'est quelque chose qu'on a inventé, qu'on a mis sur les rails, qui a formidablement bien marché pour François Fillon, ça lui donne une légitimité très forte. Donc en retour, on a quand même aussi une responsabilité par rapport à ça. Alors, on va vous entendre dans un instant, puisque vous savez, à France Info, on est très millimétré. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Les informés de France Info, nous parlons de ce qui se passe à gauche, parce qu'il s'en est passé beaucoup de choses aussi à gauche ce week-end. Alors plus discret que les Républicains, mais tout de même avec ce climax atteint aujourd'hui, avec ce déjeuner entre François Hollande et Manuel Valls. Manuel Valls a dit qu'il ne démissionnerait pas, qu'il avait le sens de l'État et donc qu'il accompagnerait François Hollande jusqu'où on ne sait pas, peut-être jusqu'à mardi, sûrement. Serge Grouard, quand vous entendez Nadège Amangoli qui vous dit aujourd'hui François Fillon, candidat casse sociale, libéral, qu'est-ce que vous répondez justement à ça? Je voudrais d'abord l'inciter à la modestie, parce que quand on voit la situation de la France aujourd'hui et l'état dans lequel va se trouver le pays l'année prochaine, c'est dramatique. Donc quand on va laisser 6 millions de chômeurs, 2 millions de jeunes qui n'ont rien, qui sont sans emploi, sans formation, qui ne sont pas à l'école, quand on a une dette qui ne date pas d'aujourd'hui, mais quand on a parlé d'ailleurs. Oui, quand on a une dette qui a augmenté de plusieurs centaines de milliards, qui arrive à plus de 2000 milliards aujourd'hui, pratiquement l'équivalent de la richesse nationale. Je crois qu'on doit faire une petite introspection et se demander ce que l'on a raté. Et là, j'ajoute que le spectacle que l'on voit dans cette situation difficile, plus que difficile, c'est un euphémisme de la France, mais ce spectacle invraisemblable donné par le sommet du pouvoir, mais enfin, à quoi pense-t-on ? Je dirais que retrouvons de la décence. Et moi, je vais vous dire, ça me navre. Ça me navre, parce que le spectacle politique qui est donné à nos concitoyens est terrible. J'invite le président de la République, le Premier ministre, à reprendre leurs esprits, à se hisser au niveau de l'enjeu qui est celui d'aujourd'hui. Enfin, leurs égos, on s'en fout. On en a marre de tout ça. Et ça dure depuis trop longtemps. C'est pas nouveau quand même l'ego en politique. Mais d'ailleurs, votre présence quelque part est courageuse sur ce plateau parce que Mais oui, évidemment, parce que de défendre une situation comme celle-là, elle est indéfendable. Et d'ailleurs, vous le dites avec de l'honnêteté, donc je salue cela. Mais enfin, c'est vraiment, oui, j'ai pas d'autre mot que consternant. Vous imaginez, moi qui suis un gaulliste dans l'âme, vous imaginez à l'époque de Gaulle, et je pense à un grand homme de gauche, Pierre Mendès France. Mais que ceux qui nous dirigent pensent à ces hommes-là. Alors justement, c'est un peu de dignité, quoi. Bon alors oui, mais il y a toujours eu quand même, on peut pas dire à droite comme à gauche, des problèmes d'ego, c'est vrai. Il y a toujours eu des problèmes d'ego. Je pense que c'est propre à la politique. Égo et fébrilité. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui le regrettent. Mais dans la situation actuelle, c'est juste consternant. Nadège Amangoli, est-ce que finalement aussi beaucoup de gens ont dit, avec la victoire de François Fillon, c'est le retour d'un clivage droite-gauche véritablement? Est-ce que vous avez ce sentiment aussi? C'est-à-dire que avant, on se disait à droite sans être véritablement à droite, à gauche sans être véritablement à gauche. Est-ce que vous avez l'impression que là, de nouveau, on retrouve ce clivage finalement qui a fait la politique française depuis des années? En tout cas, on retrouve une clarification entre différents types de projets, aussi bien du point de vue économique que du point de vue sociétal. Et puis, j'ai envie de dire que ce clivage a été brouillé par un certain nombre de discours. Tout à l'heure, vous receviez David Rachlin, qui répète à l'envi UMPS, droite et gauche pareil, même constat. Et puis, il y a aussi la candidature d'Emmanuel Macron, qui aussi était en situation de brouiller ce clivage. Oui. Donc là, effectivement, avec un candidat qui assume, qui avance en assumant aujourd'hui son projet, c'est clair que le clivage droite-gauche est réactivé. Et je pense justement que les débats qui entourent finalement le projet aujourd'hui, qu'on découvre un peu plus aujourd'hui, parce que finalement on était très focalisé sur Sarkozy-Juppé, oui. On redécouvre un petit peu ce qui était proposé, ça crée un petit peu de discussion au niveau du centre. Et puis au niveau des électeurs de gauche qui, à mon avis, vont réaliser quelle soupe mauvaise on leur prépare. Michel Urvoas. Je suis assez d'accord sur le constat du retour du clivage. Je pense que la primaire accentue ce phénomène-là. Et ça va. Mais vous imaginez à quel point ça va être compliqué, si c'est François Hollande, ou que ce soit François Hollande ou Manuel Valls ou quelqu'un d'autre, à quel point ça va être compliqué dans cette primaire de parler à un électorat de gauche. La gauche va devoir se gauchiser comme la droite s'est droitisée. Et vous imaginez, enfin, il ne va pas nous refaire le discours du Bourget, François Hollande. Et s'il le fait, s'il se positionne plus à gauche, il va être absolument pas crédible. Et il va faire qu'élargir l'espace au centre, donner de l'air à Emmanuel Macron et peut-être nourrir les idées de François Bayrou. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, après 5 ans d'un quinquennat dont les électeurs de gauche se sentent
se sont sentis floués parce qu'ils espéraient la gauche et ils ont eu François Hollande et beaucoup s'accordent à dire que c'est pas exactement ça la gauche. Du coup, si comme très souvent une élection interne ou en tout cas une élection de désignation de candidats se joue beaucoup justement sur les valeurs fondatrices d'une famille politique, là il va falloir ressortir les valeurs de la gauche. Sauf que les valeurs de la gauche, elles sentent l'antimite depuis 5 ans, quoi. Et donc c'est vraiment compliqué pour eux de ressortir tout ça en disant mais ça nous appartient, c'est à nous et d'ailleurs on va le brandir fièrement et on va tous discuter de tout ça. Je vois pas tellement comment ils s'en sortent. Nadège Mangolé, est-ce que finalement, juste encore une question là-dessus sur le Parti socialiste, on voit Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron partir chacun de leur côté sans passer par des primaires. Est-ce que aujourd'hui le Parti socialiste, quand Alexis Tsipras a été élu en Grèce, on avait dit voilà ce qui va arriver au PS avec le PASOK, le fameux Parti socialiste grec, ça veut dire une faillite. Est-ce qu'aujourd'hui le Parti socialiste est menacé? En tout cas, c'est ce sur quoi joue à la fois Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sur différents aspects. Jean-Luc Mélenchon davantage sur le point de vue économique, de la ligne économique, et puis Emmanuel Macron plutôt du point de vue du regard sur l'organisation. Moi, je pense du coup, j'ose espérer que dans ce débat sur les primaires, on aura peut-être une réflexion sur la manière dont on peut faire de la politique différemment. On peut aussi le voir dans le cadre du renouvellement qu'il y aura et des propositions institutionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, on a un enjeu véritable de travail sur les institutions. Vraiment très important. Alors n'enlevons pas justement au moins ça. Nicolas Sarkozy, en tant que président des Républicains, ne voulait pas de primaire et au vu de son résultat, on peut comprendre pourquoi finalement. Depuis que cette idée a été lancée dans la vie politique, tout le monde se positionne à ce propos. Tous les anti-primaires deviennent des pro-primaires quand leur candidat gagne. La droite qui était contre quand la gauche a lancé les premières en 2011 s'est finalement ravisée, un peu comme dans un blockbuster. Quand on sort le deuxième, il faut un élément en plus. La gauche ne déroge pas à la règle puisque le PS a obligé presque François Hollande à y participer s'il est candidat, et ça promet un grand moment de surréalisme. Alors la primaire est-elle devenue l'exercice démocratique ultime? Eh bien pas pour Emmanuel Macron. Je voudrais vous renvoyer 5 ans en arrière. Tout le monde disait que les primaires de la gauche étaient un formidable succès, ce qui était vrai à l'époque. Pourquoi ensuite la gauche n'a pas réussi à gouverner? Parce qu'elle a dû réconcilier des irréconciliables, sur lesquels la primaire avait jeté un voile pudique. Ou des promesses non tenues? Mais parce que des femmes et des hommes, Arnaud Montebourg était là avant moi, ils s'étaient ralliés à François Hollande, ils n'ont pas la même vision de l'économie, de l'Europe, de beaucoup de choses qui font notre pays aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi véritablement à gouverner ensemble. Voilà, alors c'était Emmanuel Macron hier pour la soirée électorale de France 2. Justement, quand on entend Emmanuel Macron qui parle de ça, Serge Grouard, est-ce que il n'y a pas finalement une logique, un problème derrière en se disant des gens qui se sont combattus vont se rallier, puis tout le monde va signer un chèque en blanc à celui qui est devant et finalement les différences vont s'aplanir totalement. Est-ce que c'est pas ce qui guette aussi la droite de voir ça, ce que dit Emmanuel Macron? Non, je ne le pense vraiment pas, indépendamment de la question des hommes. Pourquoi? Parce que effectivement, et je pense que sur ce point, Emmanuel Macron a raison, il y a une fracture idéologique à gauche qui est très nette qu'il n'y a pas chez nous. Pourtant, il y a des sensibilités qui se sont exprimées. On a dit que le projet d'Alain Juppé était un peu plus en demi-teinte, que le projet de François Fillon était un peu plus en rupture. Mais concrètement, on est sur le même axe. Tout le monde a dit que l'on voulait réduire les effectifs de la fonction publique parce que ce n'était pas tenable au regard de nos déficits et de la dette. Après, on a mis le curseur à 500 000, à 300 000. On a eu la question des 35 heures. Tout le monde veut revenir sur ces 35 heures avec des modalités différentes. Donc, on a la même vision en fait. Après, on a des ajustements avec des sensibilités différentes. On va en parler justement de ces ajustements. Voilà, j'ai ce sentiment qu'à gauche, la gauche n'a pas fait son aggiornamento de ce point de vue-là. On va en parler de ces ajustements à droite à faire. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau. Les informés de France Info, nous parlons de ce nouvel exercice démocratique, presque devenu indispensable. C'est la primaire. Ça marche à chaque fois. Ça avait marché à gauche en 2011. Ça marche là encore plus de votants pour la droite et le centre hier. Plus de 4 millions de votants, de personnes se sont déplacées. Aude Rossigneux, quand on a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron, qui lui ne va pas aux primaires et dit comme Jean-Luc Mélenchon, ça sert à rien les primaires puisqu'on va devoir se ranger derrière les adversaires d'hier vont se ranger sur le gagnant. Qu'est-ce que vous en pensez de cet argument?
Je pense que ça peut marcher, mais je pense qu'effectivement, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Et j'ai bien entendu quand Serge Grouard disait que, en gros, il y avait quand même pas de si grosses différences, mais c'était quand même très très bien limité parce que pendant les débats qu'on a vus, les envois de pots de banane sous les pieds des candidats les uns des autres, c'était quand même quelque chose d'intéressant à voir. Donc je pense effectivement que c'est pas un exercice facile et que mais en même temps on commence. Hein. On n'a pas l'habitude, c'est que la deuxième présidentielle où on se lance dans ce jeu-là. Donc bon, aux États-Unis maintenant c'est rodé. Peut-être que nous dans 10 ans on sera bon. Quoi. Alors la question qu'on se pose quand même, Michel Urvoas, c'est on avait dit voilà, ça serait Sarkozy contre Juppé au second tour. On s'est tous trompés là-dessus. C'est François Fillon. Donc ça veut dire que ça peut permettre de faire émerger. Ouais. Je ne pense pas, et même dans le cadre de la primaire, je sais qu'il a songé à abandonner au début de l'année. Non. Non. Si. Non. Si. Non. Non. Comme ça, c'est précis. Je ne peux pas publiquement donner ma source, mais bon, je sais que quand il était très très bas dans les sondages, bon, mais peu importe. Je pense qu'il n'aurait pas émergé, non, c'est sûr. Et donc, si vous voulez me faire dire que la primaire permet ça sert à quelque chose de faire émerger, ben oui, ça permet de faire sortir des noms quand une formation est incapable par elle-même, en son sein, de dégager un leader et un projet. Mais on a bien vu, Emmanuel Macron a raison, la primaire a quelque chose de pervers, puisque la règle, c'est que les battus se solidarisent avec le gagnant et passent l'éponge sur leurs désaccords. Enfin, passent l'éponge. Les désaccords, ils restent. Bien sûr. On fait semblant. Donc, et c'est comme ça qu'on arrive à des phénomènes de frondeur, c'est comme ça qu'on arrive à des cassures au moment d'exercer le pouvoir. Donc, mais d'un autre côté, les Français se sont appropriés ce système. On a bien vu l'engouement suscité par la primaire de la droite, et on voit même une participation qui n'est pas limitée à l'électorat en question. On voit des gens de... Mais alors là-dessus, moi, je pense que aussi, compte tenu du fait qu'il y a un certain nombre d'électeurs de gauche qui ont acté il fallait qu'ils passent leur tour pour 2017 et que ça serait un candidat de droite qui l'emporterait. Je pense que le succès de cette primaire est aussi lié au fait qu'un certain nombre de personnes se sont dit qu'en allant à cette primaire, ils allaient choisir le prochain président de la République. Et qui étaient quasiment certains de gagner. Je pense qu'il y avait cette idée-là. Juste une question. Nadège Mangoli, c'est vrai que vous avez organisé les premières en 2011. Là, donc, comme je disais, c'est comme un blockbuster, il en faut toujours plus. Maintenant, vous mettez un président de la République dans la primaire. Est-ce que pour vous... François Hollande, voilà, s'il se présente, on ne sait pas. Est-ce qu'il a raison de se frotter à cet exercice alors qu'il est chef de l'État ? Je pense qu'il a raison dans le contexte qu'on connaît. Enfin, on va pas se mentir, il y a quand même eu un quinquennat heurté avec la majorité, la majorité socialiste. Donc, à un moment donné, je pense même que du point de vue démocratique, à partir du moment où il est critiqué, challengé par un certain nombre de camarades socialistes, et même du point de vue de l'opinion publique pour lesquels les sondages sont plutôt mauvais. Je pense que il y a aussi un intérêt pour lui de se présenter, de présenter un bilan en sincérité dans un autre contexte. Et puis, je voulais revenir tout à l'heure sur Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, de leur point de vue, la primaire, c'est pas bon. Ils se voient chacun comme des hommes providentiels. Sauf qu'il y a aussi un problème de culture politique et de culture historique politique. C'est-à-dire que nous, effectivement, à droite comme à gauche, on a l'habitude de ces débats et on a l'habitude de trouver des consensus une fois les échéances terminées. Allez, juste avant de rendre l'antenne, Serge Grouard, j'ai une question pour vous. Est-ce que finalement, comme je ne sais pas, je ne connais pas ce statut des Républicains, mais si jamais la droite passe en 2017, est-ce que pour 2022, est-ce qu'il y aura des primaires pour le président élu ? Alors écoutez, on va déjà... oui, il faut regarder les statuts. Est-ce que c'est prévu ou pas ? Est-ce que c'est prévu parce qu'au PS c'était prévu ? Écoutez, je ne dois pas dire de bêtises, mais je ne crois pas que ce soit prévu dans les statuts. Quoique je m'interroge. Mais ceci étant... c'est vrai que ça pose problème. Quand même, j'entends l'argument, mais ça pose problème qu'un président de la République, imaginez qu'il soit battu. Oui, sur la légitimité, en fait, c'est ça. Et il reste président de la République pendant plusieurs mois. Allez, les informés de France Info vont se terminer sur cette question. Merci beaucoup, Anna.